Et là, il m'attrape comme ça, là, ici. Il me dit et là, alors, il pleut quoi? Je regarde. Je lui dis bah, tu te rappelles pas? On avait dit qu'est-ce que c'était il y a la semaine dernière ou peut-être un petit peu la semaine d'avant. Il me dit ah non, il pleut pas des cordes. Ça tombe de travers. Oui, vous allez avoir un ou des troubles de comportement. Vous allez finir par taper sur votre voisine pour lui faire comprendre que vous avez besoin de boire. Ah ouais, vous êtes la majorité à ne pas avoir entendu l'alarme qui se déclenche. Alors bonsoir à tous et merci d'être là ce soir. On va parler du coup d'autisme et de langage, puisque vous êtes étudiant en orthophonie et puis certains ou certaines d'entre vous en psychomotricité. Alors je vais faire le lien un petit peu avec les deux. Je vous ai mis ici les enjeux de la prise en charge en orthophonie, mais on parlera un petit peu de l'aspect sensorimoteur également. Ok ? On va faire quelque chose d'un petit peu interactif. Je n'avais pas envie de vous faire un cours magistral. Pendant 1h15, 1h30, je parle. Donc vous allez à certains moments construire un petit peu cette conférence avec moi. Et puis, je vous ai préparé quelques études de cas. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous levez la main. Vous parlez un petit peu fort pour que je puisse bien vous entendre. Je vais reformuler, puis je pourrai répondre à vos questions. Donc même en cours de conférence, vous n'hésitez pas. D'accord ? L'objectif, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit dynamique et non pas unidirectionnel, mais vraiment dans les deux sens. Alors, autisme et langage, voilà un petit peu le plan de travail que je vous ai préparé. D'abord, on va simplement faire un point. Le langage, c'est quoi, finalement ? Ça concerne aussi, bien sûr, les psychomotriciens et psychomotriciennes, parce que vous ne pouvez pas prévoir une séance de travail avec un enfant ou un ado qui a un TSA si vous n'avez pas un moyen de communication. On va parler de la dyade autistique et des impacts plus spécifiques sur le langage, d'accord ? Parce qu'il y aurait plein d'aspects de la dyade, mais qu'on n'aura pas le temps de voir ce soir, qu'on va voir plutôt une prochaine fois, éventuellement sur une autre conférence. Et là, on va vraiment faire focus sur le langage. On va parler de la prise en charge en orthophonie. Alors, je vous ai mis une petite abréviation ici. PEC, prise en charge en orthophonie et ou psychomotricité. Quelles sont donc les recommandations de la Haute Autorité de Santé par rapport à cette prise en charge ? Pourquoi cette prise en charge ? Il faut avoir quelques éléments fondamentaux pour pouvoir la réussir et que cette réussite, elle est vraiment nécessaire à tous les âges et à tous les niveaux. Vous savez que dans les troubles du spectre de l'autisme, on parle d'autisme léger, modéré et sévère. Ce n'est pas parce qu'on a un TSA haut niveau ou syndrome d'Asperger et qu'on donne l'impression de bien parler qu'il n'y a pas des choses à faire en langage. Je pense à la pragmatique particulièrement, mais on va voir ça. Et puis, on va parler des particularités sensorielles comme barrières, c'est-à-dire pour réussir sa prise en charge, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Le minimum de base vital, j'ai envie de dire, dans les particularités sensorielles et les autres murs, entre guillemets, à franchir. Mais on ne va pas tout voir ce soir, hein. Ce n'est pas une liste exhaustive. Le but est d'éveiller un petit peu aussi votre curiosité à qu'est-ce que je dois savoir si je veux prendre en charge un enfant, un ado avec TSA. Vous êtes combien ici en dernière année d'orthophonie ou de psychomotricité ? D'accord, donc on a quand même 2 ou 3 professionnels qui seront sur le terrain l'année prochaine. Et voilà, moi je veux vraiment que vous puissiez comprendre et mesurer les enjeux, parce que je vois par expérience beaucoup trop de prise en charge aboutir à un échec, parce qu'il y a justement une méconnaissance des particularités sensorielles et des barrières spécifiques pour avoir des séances vraiment efficaces dans la rééducation d'enfants avec TSA. Que ce soit pour l'orthophonie ou la psychomotricité. Ok ? Alors, le langage, par définition, c'est la capacité d'exprimer ses pensées, ses besoins et de communiquer. Et j'insiste sur ce mot « communiquer » avec un moyen, un système qui est structuré pour pouvoir dire « qu'est-ce que j'ai besoin ?» Et donc, ça peut être des besoins vraiment de base, comme boire, manger, ou vouloir un jouet en particulier.
Si je n'ai pas de moyen de communication, comment je peux exprimer mes besoins, même les besoins primaires? J'imagine que vous connaissez toutes et tous la pyramide de Maslow. Vous voyez ça en sociologie, par exemple, ou en psychologie, peut-être. Eh bien, c'est la pyramide des besoins. Donc, même les choses les plus fondamentales, il faut pouvoir les exprimer. Alors, je vous ai mis ici quelques niveaux. Premier niveau de base, les besoins physiologiques, boire, manger, dormir. Si vous avez un enfant pris en charge qui arrive et qui ne peut même pas exprimer le besoin de manger, je ne parle même pas de la douleur, j'ai mal quelque part, vous pouvez vous dire que vous n'avez aucune chance d'enseigner quoi que ce soit à cet enfant pendant votre séance, parce qu'il n'aura pas rempli un besoin fondamental, un besoin de base. Le besoin de sécurité, et celui-ci je l'avais mis déjà en premier un petit peu sur la slide, parce que pour un enfant ou ado avec TSA, la prévisibilité, la sécurité, c'est la prévisibilité. Ce sont des enfants ou adolescents, des individus, des élèves, des patients pour vous, qui vont avoir besoin de séances de travail qui seront structurées pour se sentir à l'aise et se sentir en sécurité. Sinon, vous êtes au deuxième niveau de la pyramide de Maslow. C'est pareil, si c'est vide, si ce n'est pas rempli, ce besoin de sécurité, c'est-à-dire la temporalité, vous allez faire monter l'anxiété de manière exponentielle et vous n'arriverez pas à enseigner à votre petit patient, ou moyen ou grand patient. Donc ayez bien en tête déjà ces différents niveaux dans les besoins. Le besoin d'appartenance aussi et le besoin d'estime. Donc dans l'appartenance, pouvoir exprimer l'appartenance à un groupe d'amis, pouvoir verbaliser par exemple son affection, pouvoir verbaliser sa sympathie, mais aussi l'estime de soi et celle des autres, parce que s'exprimer, c'est une chose, mais il y a aussi le réceptif. Être capable de comprendre quand on me dit quelque chose de positif, qu'on me fait un retour positif sur une action, un compliment, ou au contraire, être capable de comprendre une réprimande. Je vous ai mis ici les félicitations sociales. Donc, vous voyez qu'à tous ces niveaux, le langage, quel qu'il soit, on va voir quels sont les différents types, justement, de systèmes structurés de langage, permet d'exprimer ces différents besoins pour arriver tout en haut de la pyramide, le besoin d'accomplissement. Et on parle beaucoup en ce moment, c'est très à la mode de parler d'autodétermination. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est l'autodétermination? Allez-y, n'hésitez pas, lancez-vous. Pas d'idée. Eh bien, vous êtes tous des êtres, on pourrait dire entre guillemets, des êtres humains autodéterminés. C'est-à-dire que vous savez, et vous avez surtout la possibilité, on vous laisse le droit de faire des choix pour vous-même. C'est ça l'autodétermination. L'accomplissement, c'est les choses que vous faites pour vous-même, parce que vous l'avez choisi et décidé. Donc ça, c'est vraiment le dernier niveau de la pyramide de Maslow et aussi qu'on peut exprimer. Alors, exprimer, communiquer, je vais rebondir un petit peu sur ces mots-là. Qu'est-ce que c'est exprimer, communiquer? C'est informer, dire, transmettre, partager un message. Donc, il y a le mode expressif, mais il y a aussi le réceptif, c'est-à-dire je suis capable de comprendre ce qu'on est en train de me dire et donc d'interagir. Dans le dire, exprimer, communiquer, on a le pointage qui arrive déjà tout petit. Être capable de pointer un objet pour pouvoir faire comprendre qu'on désire par exemple cet objet. Je pointe mon doudou ou mon biberon parce que c'est ce que je veux que papa ou maman me donne. Mais même vous, en tant qu'adulte, vous utilisez encore le pointage. Pourquoi? Pour, on va dire, motiver l'attention conjointe d'un autre individu sur quelque chose sur lequel vous portez attention. Il y a tous les gestes conventionnels aussi, dans exprimer, communiquer. Est-ce que quelqu'un aura un exemple de geste conventionnel? Oui? Tout à fait. Faire coucou, geste conventionnel. Viens, très bien. Non, je ne suis pas d'accord. Super, il y a plein d'idées. Oui, ça aussi, pour dire ok, c'est top. Et puis, même encore avant, peut-être simplement oui et non, d'accord?
voyez, il y a une multitude de gestes conventionnels qui font partie de exprimer, communiquer. Alors là, je vous en ai remis quelques-uns, hocher la tête, et puis tous les gestes non-verbaux. La posture, est-ce que je suis, les bras croisés, plutôt en retrait? Est-ce que j'ai des mimiques faciales particulières, les sourcils froncés par exemple? Est-ce qu'au contraire, j'ai les épaules dégagées et je suis vraiment prêt à la communication, à échanger avec l'autre? Donc, voyez que finalement, les besoins qu'on a vus juste avant sont liés à cette capacité d'exprimer, de communiquer, d'avoir les moyens de le faire, d'avoir un système pour le faire, et aussi en lien avec la motivation. Et ça, la motivation, on va en parler parce qu'elle est très particulière quand on a justement des troubles du spectre de l'autisme. En tout cas, c'est tout ça qui va déterminer vos comportements. Ça, c'est extrêmement important parce que quand je veux enseigner à un enfant à communiquer, à parler ou à comprendre, je lui enseigne des comportements. Ça va être variable selon les individus, que vous soyez neurotypique, donc c'est vous les neurotypiques, enfin j'imagine, peut-être qu'on a des neuroatypiques dans la salle, ou avec un TSA. Neurotypique, votre cerveau est censé fonctionner de manière neurobiologique et neurochimique, entre guillemets, attendue, d'accord? Je ne dis pas le mot normal, c'est fait exprès. Alors, qu'est-ce que c'est le langage? Un système structuré, et c'est important de prendre conscience de ça. Je sais que, bien sûr, en étant étudiant en orthophonie, c'est quelque chose que vous savez, mais on va voir qu'à chaque niveau de cette élaboration du langage par sous-système, l'individu avec TSA va rencontrer, votre patient avec TSA peut ou va rencontrer des difficultés. Quand on va regarder de près, faire le focus sur la dyade autistique, je vous avais marqué dans le plan de travail, impact sur le langage. Alors, si je parle du langage verbal, d'abord j'ai les sons, la capacité de segmenter le flux de paroles en sons qui sont distincts et qui ont un signifiant. D'accord? Par exemple, dans toute une phrase, vous allez être capable de cibler chacun des mots que je suis en train de dire parce que vous avez appris à le faire. Donc, c'est d'abord identifier dans le flux les sons. Ces sons, ensemble, ont un signifiant, qui sont des mots, et quand je mets les mots les uns avec les autres, je respecte une certaine syntaxe. Et au-delà de la syntaxe, je vous parlais de la pragmatique. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous avez vu. Quelqu'un pourrait me donner un exemple de la pragmatique, ou, je ne veux pas une définition stricte, mais avec vos mots. Qu'est-ce que c'est pour vous, la pragmatique dans le langage? C'est l'intention de communication? D'accord, c'est une partie de ce que c'est. Donc, qu'est-ce que j'ai l'intention de dire? Et cette intention de communication, elle va être fonction de quoi? Comment vous adaptez justement votre pragmatique? À qui vous l'adaptez? Comment? Au contexte, pardon, vous avez dit? Oui? À l'environnement, c'est ça, aux personnes qui sont autour, à qui je m'adresse. Je ne dis pas salut au proviseur du lycée. Je dis bonjour monsieur. D'accord, voilà un exemple. Votre patient avec TSA peut avoir un besoin à tous ces niveaux. D'accord, que ce soit le son, le mot, la syntaxe, la pragmatique, et en réceptif, et en expressif. Mais il n'y a pas que le langage verbal. Et c'est peut-être des outils, entre guillemets, là, vers lesquels vous allez devoir vous tourner si vous souhaitez enseigner un moyen de communication. Je vous ai mis ici le langage signé. Ça doit vous parler aussi, le langage signé. Donc vous avez la langue française des signes, mais vous avez aussi d'autres types de communication. Ce qui est sûr, c'est que si je veux enseigner à un enfant, un patient avec TSA à signer, il doit avoir des compétences d'imitation importantes. Parce que je signe, d'accord, en faisant la même chose que ce qu'on me montre. D'accord ? Si je dis que ça c'est gâteau, eh bien il faut que l'enfant puisse refaire ce geste-là. Or, dans un tableau TSA, l'imitation est très souvent un domaine qui est déficitaire et qu'il va falloir travailler spécifiquement. Alors,
Ça sera à vous d'évaluer si vous vous tournez vers ce choix-là ou pas. Bien entendu, si le verbal n'est pas là, hein, mais un enfant non verbal peut très bien devenir verbal. On vérifiera d'abord à mesurer les échoïques. Je n'ai pas le temps de vous parler des outils d'évaluation aujourd'hui, mais ça sera un point sur lequel vous devez vous attarder, c'est important, avant de choisir effectivement vos objectifs d'apprentissage, de remédiation, de rééducation. Vous avez aussi le langage imagé, le PEX, c'est-à-dire vraiment la communication par échange d'images. Et je vous invite à aller chercher de ce côté-là aussi. Tiens, qu'est-ce que c'est si ce mot-là ne vous dit rien? On n'a pas le temps de passer plus de détails dessus. Bref, 3 petits points. Je vous ai mis ici CAA, qui est l'acronyme de communication alternative ou augmentée. Ça veut dire qu'à n'importe quel niveau de votre patient, n'importe quel âge, si la communication, son niveau n'est pas fonctionnel, vous devez vous poser la question de mettre en place un moyen de communication alternative et augmenté. Pourquoi ? Parce que si vous ne pouvez pas communiquer, et on va voir quelles sont les spécificités justement dans la DIAD TSA, pourquoi ce sont des patients qui vont avoir des déficits en communication, eh bien l'aboutissement, ça sera quoi ? Si là, tout de suite, je vous prive de parole, vous ne pouvez plus communiquer avec votre voisin ou votre voisine, bon, d'abord, vous allez être obligé de m'écouter. Voilà, vous ne pourrez pas discuter entre vous. Mais quoi d'autre encore ? Si vous avez soif, vous souhaitez le communiquer à quelqu'un, besoin fondamental, physiologique, ok ? Et puis, personne ne vous comprend parce que vous ne pouvez pas exprimer que vous avez soif. Et la soif va forcément être de plus en plus intense et ressentie. Au final, ça va aboutir à quoi ? Si vraiment, autour de vous, vous avez beau essayer de faire comprendre que vous avez soif, mais vous ne pouvez pas le faire, vous allez arriver à quoi ? Allez-y, plus fort. Oui, et alors, au-delà même de ça, vous avez dit un bouillonnement, c'est ça ? Une tension interne, d'accord, et qui va se traduire par quoi ? Vous allez simplement rester en tension comme ça ? Une décompensation, c'est-à-dire que oui, vous allez avoir un ou des troubles de comportement. Vous allez finir par taper sur votre voisine pour lui faire comprendre que vous avez besoin de boire. D'accord, c'est un exemple. Mais... Alors, on va voir dans la DIAD TSA quelles sont les particularités liées au langage. Il y a d'autres domaines, d'accord, dans les particularités des troubles du spectre de l'autisme. Et je vous réfère au DSM-5 ou à la CIM-11. La CIM-11, c'est la classification internationale des maladies, la 11e édition. J'imagine que vous y avez accès. Et qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2022, donc ça fait plus d'1 an maintenant. Et on parle de dyade, hein, d'accord, on n'est plus sur une triade. Alors, dans le langage, qu'est-ce que ça donne ? Vous allez avoir en face de vous des patients petits ou moyens, parfois même grands, s'il y en a certaines ou certains qui ont envie de se destiner à travailler avec des adultes qui ont des troubles du spectre de l'autisme, qui vont avoir... donc tout âge, une absence totale de langage en expressif. Il n'y a pas du tout de mots. Parfois des vocalises. Les vocalises, c'est vraiment les A, l'individu fait du bruit avec sa bouche, mais pas de langage. C'est absolument pas fonctionnel. On ne peut rien obtenir avec ça. Il peut y avoir, au-delà de l'absence totale de langage, un retard de langage, et en expressif, mais aussi en réceptif. C'est un enfant, on l'appelle par son prénom, il ne répond pas. D'accord ? C'est un jeune ou un adulte à qui on va donner une instruction simple, viens t'asseoir ou va mettre ton pyjama, il ne va pas le faire parce qu'il ne comprend pas le langage en réceptif. Il peut y avoir, au-delà, des difficultés, donc ça s'ajoute, là je vous fais un tableau clinique assez large, des difficultés à se servir du langage. Ici, je vous ai mis verbal et non verbal. Donc verbal, on vient de le dire juste au-dessus, mais non verbal, on parlait des gestes conventionnels, de la posture, des mimiques faciales. Donc,
si je ne décode pas les mimiques faciales chez l'autre, quelle est la conséquence? Les mimiques faciales sont le reflet de quoi? Si je fais ça, ou si je fais ça, allez-y. Merci. Des émotions. Très bonne réponse. Donc, comment décoder les émotions de l'autre? Si je ne décode pas les émotions de l'autre, comment être aussi capable même d'intégrer moi-même, finalement, des mimiques faciales pour exprimer les émotions? Je ne parle même pas du langage qui est lié aux émotions. Donc, tout ça fait un ensemble qui commence à devenir assez massif. Hein, vous voyez gentiment des choses de plus en plus importantes, mais ce n'est pas fini. Utilisation stéréotypée et répétitive du langage. J'imagine que vous avez déjà entendu parler des fameuses écolalie, immédiates ou différées. Kiwi. D'accord? Est-ce que vous avez déjà vu à quoi ça ressemble? Donc, écolalie immédiate, l'enfant, votre patient, ado, adulte aussi, hein, ça peut, va répéter soit tout ce que vous venez de dire, soit juste une partie de ce que vous venez de dire. Donc, vous êtes en séance, vous dites à l'enfant, choisis une image, parce que je ne sais pas, c'est voilà, comme ça que vous avez décidé de faire votre travail en appuyant sur des illustrations visuelles. Et puis, votre patient vous répond une image, ou choisis une image. Il vous regarde, choisis une image, choisis une image. Écolalie immédiate. Ou alors, au milieu de la séance, à des moments divers, variés, et parfois, plus la fatigue est là, et plus vous allez en avoir, des écolalies différées. Ça va être des fois des petits bouts de dessins animés que il ou elle a entendu. Ça peut être des bouts aussi d'une conversation entre deux adultes. Et souvent, ils y mettent le ton. C'est assez rigolo. Donc, vous allez avoir un extrait de Oui Oui ou des Wings ou je ne sais pas, voilà, de l'intérêt du moment qui aurait été vu, entendu. Pas forcément à la télé, hein, ça peut être dans un contexte. J'ai une petite fille avec laquelle je travaille qui a été un petit peu marquée par une expression de sa maîtresse actuelle et elle n'arrête pas de répéter cette expression. Et ça peut venir à n'importe quel moment. Donc il faut connaître cette utilisation stéréotypée du langage et surtout savoir, je fais quoi face à ça? Ok? Petite astuce, hein, à ne surtout pas faire, lui dire non, 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 dis pas ça. Ou si vous intervenez d'une manière ou d'une autre, vous pouvez renforcer ce comportement. Alors, il y a plein d'outils qui vous permettent d'analyser la situation avant de donner une réponse quand vous avez ce genre de comportement. Mais ne le faites pas sans avoir eu ces outils justement d'analyse. Quelle est la fonction du comportement? Pourquoi j'ai des écolalies? Est-ce que c'est une autostimulation? Est-ce que c'est une recherche d'attention? Il y a tout un tas de fonctions possibles. En tout cas, ne donnez pas une réponse sans avoir fait une analyse et de vous faire soutenir si nécessaire dans cette analyse. Parce que vous pouvez empirer, entre guillemets, le comportement. Alors, on continue. Quoi d'autre? Inversion des pronoms je et tu et des autres qui sont autour. Moi, toi, le mien, le tien, c'est ton tour, c'est mon tour. Il va falloir donc aussi prévoir de mettre en place des programmes spécifiques, une rééducation sur ce versant-là. Tous les individus ne sont pas concernés, mais certains, oui. Encore une fois, je vous fais un tableau le plus large possible, mais ça ne sera pas exhaustif. Maintenant, admettons qu'on a un patient avec lequel il n'y a pas de particularité, il a du son, il sait utiliser des mots, il sait les associer ensemble pour avoir des syntaxes assez correctes et faire des demandes fonctionnelles. Par contre, il va y avoir à travailler le débit de parole, qui peut être extrêmement rapide, qui au contraire peut être extrêmement lent. Il va y avoir peut-être à travailler la prosodie. Donc la prosodie, c'est la tonalité, la modulation que vous mettez sur votre voix. Alors des fois, on se retrouve dans des situations très rigolotes parce qu'en plus des mimiques faciales assez figées, vous avez des patients, je pense à des ados, d'accord, mais même des enfants qui pourraient vous dire « Oui, oui, je suis très content ». D'accord, ça se voit. Non seulement la mimique n'est pas là, mais c'est pas « Oui, je suis super content ». D'accord? C'est ça la modulation de la voix pour pouvoir avoir un langage qui est aussi adapté, approprié à la situation. Maintenant, faisons un pas dans l'autre sens. D'accord? Il faut aussi accepter des personnes avec TSA, des individus avec TSA,
que pour eux, ça soit trop compliqué d'avoir une tonalité hyper adaptée, d'avoir un volume, une accentuation hyper adaptée. Mais ça peut être un des domaines qu'il faudra travailler. Pour communiquer les émotions, et puis il y a quelques règles implicites, comme par exemple quand on pose une question, on monte la voix à la fin, d'accord? Mais ça on le fait, personne ne vous a enseigné, c'est pas explicite. Personne ne vous a dit, quand tu poses une question, tu dois monter la voix à la fin de ta phrase. Est-ce que quelqu'un vous l'a dit? Non, je ne crois pas. Vous l'avez appris de manière complètement implicite. Et des apprentissages implicites dans le langage, il y en a des milliers. Alors, quoi d'autre? Si je vais même encore plus loin, à des difficultés à comprendre les idées abstraites. Exemple, la solitude, la paix, la guerre. Tout ça, ce sont des idées qui sont extrêmement abstraites et donc il va falloir utiliser différents outils pour pouvoir enseigner. Mais vous voyez que là, encore, il y a une barrière. Donc finalement, on se dit, ça concerne bien d'autres choses que les 5 bulles qu'on avait vues au départ. Le déficit en pragmatique, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais si on creuse un peu plus, on n'en avait pas parlé quand vous aviez donné un bout de définition. Il y a toutes les expressions idiomatiques, le sens figuré. D'accord ? Par exemple, donner sa langue au chat. Ça, c'est des expressions. Alors, un enfant tout petit, au début, à la première expression utilisée, il a un petit moment où qu'est-ce que tu veux dire? Il ne comprend pas. Si vous lui dites tu vas donner ta langue au chat, il peut vous faire non, du tout. D'accord? À la deuxième fois, l'enfant neurotypique comprend que ce que vous venez de dire, c'est une expression. Et d'ailleurs, il vous regarde un peu bizarrement souvent et puis il vous dit c'est une expression que tu viens de dire là. Mais il n'arrive pas encore à mettre du sens. À la troisième ou la quatrième fois, c'est bon, il a compris ce que vous vouliez dire. Parce qu'il peut avoir accès justement à l'abstraction, aux idées abstraites, et il peut faire du lien entre ce que vous êtes en train de dire, d'accord, et puis ce qui se passe dans l'environnement, dans le contexte. Je vais vous donner un exemple qui vous fera aussi une belle illustration de parfois la rigidité qu'on peut trouver chez nos patients avec TSA. C'est un de mes élèves, un jour d'été, juin à peu près, il y avait un gros orage. Et donc, je regarde dehors, je dis assez spontanément « Oh là là, il pleut des cordes !» Mon élève regarde par la fenêtre, il me regarde avec des yeux remplis de points d'interrogation, élève avec TSA bien sûr, et il me dit « Pourquoi tu dis qu'il pleut des cordes? C'est de l'eau, la pluie !» Je dis « Oui, c'est vrai, tu as raison, mais tu vois, regarde, c'est des grosses gouttes qui tombent bien droit, et si tu regardes, on a l'impression que ça fait des traits comme des cordes. » Donc lui, il regarde avec sa vision du détail, bien sûr, il a saisi, il me dit « Ah oui, c'est vrai, d'accord. » Donc il a enregistré ça. Puis 10 jours après, de nouveau, même gros orage. Et là, il m'attrape comme ça, là, ici, il me dit « Et là, alors, il pleut quoi ?» Je regarde, je dis « Tu te rappelles pas, on avait dit, qu'est-ce que c'était il y a la semaine dernière, ou peut-être un petit peu la semaine d'avant ?» Il me dit « Ah non. Il ne pleut pas des cordes, ça tombe de travers. » Et ben voilà, j'ai bien rigolé, tout comme vous d'ailleurs, et je lui ai dit, on dit quand même il pleut des cordes. Ok? Mais vous voyez, tout ça, c'est des barrières au quotidien. Alors celle-ci, elle est mignonne, elle fait rire, c'est sûr, voilà, moi pour le coup j'ai bien rigolé, mais il y a d'autres types d'expressions qui pourraient mettre vos patients en panique. Oh là là, ça m'arrache le cœur. Ok? Ou alors des expressions pas du tout interprétables, broyer du noir, avoir la main verte, etc. Alors ça, c'est des choses qui se travaillent. En tout cas, le déficit d'accès à la pragmatique et à ce genre de choses, eh bien, vous comprenez que ça rajoute encore un boulet au pied, finalement, dans l'impact qu'il peut y avoir sur les compétences émotionnelles et sur les compétences prosociales. Parce que décoder les émotions de l'autre, c'est aussi avoir des comportements prosociaux et pouvoir apporter de l'empathie. Il y a une grosse fausse croyance que j'ai envie tout de suite de détruire, c'est le fait que les individus avec TSA n'ont pas d'empathie. Ça, vous avez dû l'entendre, parce que c'est
fausses croyances comme le contact visuel, etc., qui, je ne sais pas pourquoi, gardent leurs racines. Non, un individu avec TSA a beaucoup d'empathie, peut même en avoir peut-être plus qu'un individu neurotypique. Simplement décoder l'émotion de l'autre et savoir quel comportement signifiant je peux avoir pour montrer de l'empathie, à quel moment, dans quel contexte, tout ça est extrêmement compliqué. D'accord ? Donc voilà, c'était une petite parenthèse. On continue sur les difficultés de langage qu'on peut trouver dans le TSA. Difficultés avec l'humour. Voilà, j'ai des ados ou adultes avec TSA avec lesquels je travaille qui me disent assez régulièrement « Non, mais de toute façon, voilà, les blagues, j'aime pas, c'est pourri, ça sert à rien. » Et parfois, ils trouvent un type d'humour qui peut leur convenir, mais ça sera un travail qui sera aussi spécifique à faire. Okay, ce n'est pas forcément inné, entre guillemets, alors que ça l'est assez régulièrement chez les individus neurotypiques. Pas chez tout le monde, hein. Je suis persuadée que vous connaissez des gens qui n'ont pas du tout d'humour et qui ne sont pas du tout TSA pour autant. Alors, en tout cas, on arrive à quoi? Tout ça, hein, mis ensemble, si je suis, en tant qu'individu, dans l'incompréhension de ce qu'on me demande, si je n'ai pas de moyens de communiquer, pas de possibilité de dire, je vous ai mis ici en rouge, égale TC, ça c'est l'abréviation qui veut dire trouble de comportement. Si vous avez l'intention de travailler avec des patients TSA, c'est une abréviation que vous allez retrouver et qui va rentrer dans votre jargon aussi. Donc trouble de comportement, ça peut être des oppositions, du refus de travailler à table, ça peut être de vous jeter peut-être à la figure ce qu'il y aura sous la main ou de le jeter de l'autre côté, d'accord, mais rester assis à une chaise, à travailler avec vous au bureau, vous suivre sur un parcours dans la salle de motricité parce que vous avez prévu des exercices pour travailler justement le proprioceptif, etc. Faites une croix sur tout ça, d'accord? Moyen de communication en premier, en tout cas, au moins quelque chose que vous puissiez avoir en échange tous les deux. Alors, si on va sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé, ça, c'est en free, en gratuit, sur n'importe quel moteur de recherche. Je vous en supplie, tapez recommandations, HAS, autisme, et vous allez voir que depuis juillet 2011, il y en a eu un paquet de recommandations de bonnes pratiques, de l'évaluation avec des outils validés scientifiquement, en passant par le comment de la prise en charge, avec aussi des outils validés scientifiquement. C'est normalement des publications que vous devriez savoir par cœur, non pas pour le plaisir, mais parce qu'elles vont vraiment vous aider à avoir une pratique professionnelle éthique et pleine de bon sens, et à collaborer avec d'autres professionnels. Alors, je vous ai mis ici deux. Si vous voulez vraiment en cibler seulement deux, je vous ai mis celle de mars 2012 et celle de février 2018. Et on va regarder de plus près celle de mars 2012, mais ce sont vraiment les prioritaires à lire. D'accord ? Ici, je vous ai mis l'extrait, page 14, des recommandations de bonnes pratiques de mars 2012. Et vous voyez que que vous soyez dans la branche psychomotricité ou dans la branche orthophonie, vous devez vous trouver ici. Ce n'est pas marqué clairement psychomotricité et orthophonie, mais il y a des domaines qui font partie de votre métier ou qui, plus tard, dans le futur. Et ces domaines-là, c'est vraiment les vôtres. C'est vos domaines d'expertise. Je pense ici, communication et langage, interaction sociale aussi, du côté psychomote, peut-être sensoriel, moteur, d'accord, émotion et comportement. Et puis les autres, c'est des choses qui vont être faites par d'autres experts avec qui vous devrez travailler en collaboration, pas tout seul ou toute seule dans votre coin. Je dis ça parce que sur le terrain, je dois passer, comme beaucoup d'autres professionnels, beaucoup d'énergie à mettre en place du travail collaboratif. Et parfois, j'ai des logos, des psychomotes ou d'autres professionnels, ergo, je cible absolument personne, psychologues, etc., enseignants, avec qui c'est compliqué d'avoir du lien, d'avoir du contact,
Pourtant, c'est recommandé par la Haute Autorité de Santé et pas que, le travail collaboratif. On a tous un domaine d'expertise, chaque bulle vient à l'intersection d'une autre, d'accord? Et c'est ensemble qu'on gardera le patient au cœur de la prise en charge. Alors, les bonnes pratiques, allons-y. Un diagnostic précoce, ok? Et vous faites partie de ce diagnostic. Le diagnostic, il est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous vous êtes formé à ça, évaluer, ok, on en est où du langage? On en est où du psychomoteur? D'accord? Son développement sensorimoteur, est-ce qu'il est adapté? Est-ce que j'ai 12 mois de retard, 24 mois de retard? Au-delà de 24 mois de retard, je commence à me poser des questions. C'est qu'il y a quelque chose de neurodéveloppemental. Le but étant de réduire les délais, d'intervenir plus vite et de réduire le surhandicap. Donc, quand on voit 2 ans, 3 ans de liste d'attente pour les diagnostics ou parfois pour la prise en charge en orthophonie ou en psychomotricité, j'ai envie de vous dire, vous tous et toutes qui êtes là, je vous en supplie, venez travailler avec des individus qui ont un TSA, on en a vraiment besoin. Quoi d'autre dans les bonnes pratiques? Associer la famille et la personne avec TSA. Les parents sont des ressources. Les parents sont experts de leurs enfants. C'est parfois pas toujours facile, la communication, de professionnels à parents, mais c'est vous les professionnels. C'est vous qui devez vous adapter aussi pour pouvoir transmettre des informations. Si vous mettez en place un moyen de communication, je pense par exemple, n'importe quel exemple, un moyen de communication alternatif augmenté comme le PECS, d'accord? Vous avez décidé de mettre ça en place. Si ce n'est pas suivi à la maison par les parents, si ce n'est pas suivi à l'école par les enseignants, mais ça ne va pas marcher. D'accord? Il faut que ça soit utilisé tous les jours, tout le temps. C'est ça un moyen de communication qui est efficace. Donc, vous comprenez pourquoi on retrouve ça dans les bonnes pratiques. D'accord? Je ne vais pas le répéter. Dans les recommandations de bonnes pratiques de mars 2012. Ça aussi, c'est un point crucial, le point des évaluations. Ce que je vous avais mis juste avant, l'extrait de la page 14, c'était justement les différents domaines dans lesquels la Haute Autorité de Santé recommande une évaluation initiale et au moins une évaluation dans chaque domaine, chaque année. Parce que le patient avec TSA que vous recevez à l'âge de 3 ans ou 4 ans, l'année d'après, il a fait des progrès, il a d'autres besoins. D'accord? Il y a peut-être aussi d'autres problématiques. Peut-être qu'il y avait des particularités sensorielles qui n'étaient pas présentes, ou en tout cas pas envahissantes, et qui vont l'être, qui le sont. Donc, vous devez être vraiment collé aux besoins de votre patient. Et faire juste une évaluation de base, puis terminer basta, allez, on en refera une dans 5 ans. Non, ça ne marche pas. En tout cas, ce n'est pas ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé. Et même s'il n'y a pas un cadre juridique et strict, même si vous allez être seul dans votre bureau, entre guillemets, en tant que professionnel, soyez éthique, d'accord? Et suivez ces genres de recommandations de bonnes pratiques. Vous trouverez les outils recommandés, mais ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. La notion d'équipe autour de la personne avec TSA, je l'ai dit, donc voilà, je vous le remets ici. Collaboration avec les autres pros et la famille. Plus la personne avec TSA. Si vous avez un individu qui a moyen de communiquer, ça peut être sympa de lui demander aussi son avis sur ses objectifs à lui, sur sa prise en charge. Faire des observations cliniques qui sont structurées. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? D'abord, vous utilisez des outils d'évaluation qui sont validés, mais en plus, si vous avez des cibles d'apprentissage, je vous en supplie, mettez-les noir sur blanc, notez-les, listez-les par priorité et prenez à jour des données. Est-ce que c'est acquis, pas acquis? Parce que le discours « Oh oui, j'ai l'impression que ça va mieux », d'accord. Mais à la base, il avait 0 mot de vocabulaire et aujourd'hui, vous avez l'impression que ça va mieux, mais il en a combien? 5? 50? 250? C'est quand même pas la même chose. Et si ça fait 1 mois que vous travaillez avec et qu'il a acquis 2 mots, est-ce que peut-être vous allez remettre en question vos outils, la façon dont vous enseignez? Peut-être que vous avez mal ciblé l'intervention?
Il n'y a qu'en prenant des données que vous vous rendrez compte de l'évolution, d'accord, de la rééducation que vous êtes en train de faire. Et c'est de toute façon recommandé par la Haute Autorité de Santé. Ça veut dire que vous devez avoir des objectifs fonctionnels et des observations écrites. Ensuite, vous avez des approches qui sont recommandées, des approches éducatives et comportementales. Et vous en avez d'autres qui sont blacklistées. Parce que, voilà, dans ce domaine-là, on voit tout. Maintenant, vous avez du coup des outils hyper intéressants avec le programme Teach et avec l'analyse appliquée du comportement, ABA. Si c'est validé scientifiquement et recommandé par la Haute Autorité de Santé, c'est sur ça qu'il faut mettre le focus si vous avez l'intention de prendre des patients avec TSA. C'est ce qui va vous garantir la prévisibilité dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi ce qui va vous garantir l'adhésion de votre élève, de votre patient. D'accord? Et que vous puissiez enseigner quelque chose, que votre séance, elle ne parte pas dans tous les sens et que ça ne soit pas le bazar. Dernière petite chose, dernier petit point en tout cas, que j'ai envie de vous transmettre, la prescription des psychotropes. D'accord? Psychotropes, c'est-à-dire je coupe, d'accord, certaines sécrétions neuro-hormonales, de neurotransmetteurs, etc. C'est marqué, ouvrez les guillemets, dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2012, en seconde intention, ça veut dire qu'en première, on va mettre en place plein de programmes comportementaux, entre guillemets, plein de choses dans la structuration aussi de l'espace, du temps, en première intention, d'accord, de manière exceptionnelle et temporaire. Je le dis comme ça, je le pose là, et je vous invite à vous le noter dans un petit coin de votre tête, parce que vous allez aussi collaborer avec des médecins, et que ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qui est dit aussi par la communauté scientifique de manière générale et recommandée. Alors, pourquoi réussir votre prise en charge au final? Et on va voir quelles sont les particularités après. Je vous ai remis la pyramide de Maslow. On veut réussir à déjà donner un langage fonctionnel, pouvoir communiquer sur des besoins physiologiques, des besoins de sécurité. D'accord? Ensuite, le social. Mais les deux peuvent se faire en même temps, hein, d'accord? Moi, je vous fais des tiroirs, faites du lien entre les deux, bien entendu. L'estime de soi et l'autodétermination. Et c'est tout ça qui permettra d'avoir un individu avec le plus d'outils possible. Maintenant, la question qui se pose, c'est celle-ci. Comment réussir sa prise en charge? Là, vous avez compris les idées, les bonnes pratiques, vous avez compris une partie des barrières. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place qui vous permettent de réussir votre prise en charge au-delà de ces recommandations? Réussir sa prise en charge, ça veut dire d'abord prendre en compte les besoins, sensoriels spécifiques de l'individu avec TSA et les particularités cognitives. C'est ce que j'ai dit un petit peu dans l'introduction. Et on va parler de ces besoins sensoriels, d'accord? Parce que ça, c'est une des toutes premières barrières à laquelle vous allez vous confronter, en plus des particularités cognitives. Réussir sa prise en charge, ça veut dire aussi structurer l'environnement. On parlait de prévisibilité, d'anxiété, d'accord, de ce besoin de sécurité. Structurer l'espace. Je fais quoi, où, comment, le temps, qu'est-ce qui va se passer avant, maintenant, après, combien de temps ça va durer, est-ce qu'il y a une fin à l'activité? Je pourrais vous faire une liste de questions quasi infinies comme ça, qui sont toutes des questions que les patients avec TSA peuvent se poser et vont faire assez systématiquement d'ailleurs. Quelle activité on attend de moi? Dans la tâche, par quoi je commence? Par quoi je finis? En quoi consiste la tâche? D'accord? Tout ça, ce sont des questions, plus vous allez structurer et plus vous allez apporter de la sécurité, de la clarté sur ce qui est attendu, plus vous allez réussir votre prise en charge. Utiliser des stratégies d'enseignement adaptées, ça veut dire quoi? Adaptées et spécifiques, ça veut dire que vous allez mettre en place des systèmes, des procédures plutôt, qui vont vous permettre finalement de favoriser l'adhésion de votre patient, qu'il soit actif dans la tâche, et donc favoriser l'émergence des comportements qui sont attendus. D'accord? Et aussi de gérer les troubles de comportement.
et pas de se laisser déborder, complètement submerger, de finir avec un enfant couché sur votre bureau en train de hurler et de taper des pieds. Je vous le dis parce que je l'ai vu. Alors, on va parler des barrières sensorielles. Est-ce que quelqu'un arriverait à me dire ce qu'il comprend de ce petit passage du docteur Régis Bruno qui concerne les particularités sensorielles? Alors, la plus élaborée des techniques éducatives ne réussira pas à vaincre l'obstination autistique. Ça, je vous ai donné un petit extrait tout à l'heure de l'obstination autistique, du choix prévu de la couleur de l'assiette dans laquelle je présente les aliments, si jamais ce n'est pas la bonne couleur. Donc vous n'allez pas présenter des aliments, sauf si vous vous spécialisez en oralité. Et ça serait une bonne chose, parce que la sélectivité alimentaire, ça peut être aussi un gros souci voilà, dans les TSA. Alors, qui comprend? Vous allez donner, non pas des aliments, mais vous essayez de transmettre quoi? Du langage, des mots, des mouvements, ça dépend dans quel domaine vous êtes. En tout cas, vous essayez de transmettre des compétences, on est d'accord? Ça veut simplement dire, si vous ne prenez pas en compte les particularités sensorielles, comme par exemple le choix de la couleur, alors là on parle de l'assiette, mais ça peut être plein de choses, c'est un exemple, eh bien vous aurez beau avoir une technique éducative extraordinaire, vous n'arriverez à rien. Ça veut dire que si vous ne prenez pas, en quelques mots, si vous ne prenez pas en compte les besoins sensoriels, vous n'allez pas réussir votre prise en charge. Ça va être compliqué, vous n'allez pas vous faciliter la vie. Alors, je vous ai fait ici un petit schéma, simplement pour voilà, vous montrer dans l'autisme qu'il y a différents styles perceptifs. Le monde que vous voyez, que vous décortiquez en tant que neurotypique, ça ne se passe pas pareil pour un individu avec TSA. Alors, je vous ai mis voilà, quelques types de construction du monde perceptif, mais ils n'y sont pas tous. Je vous ai donné quelques références à la fin. Face à voilà, des informations sensorielles, parce que nous sommes des êtres de sens, on entend, on voit, on ressent, on sent, etc. Quand je pense à ressentir, je pensais au toucher. On va avoir par exemple l'hyper- et l'hyposensibilité, avec une fluctuation, on parle aussi d'hyper- et d'hyporéactivité. Ça, vous avez déjà dû en entendre parler. Qui? Juste un petit sondage comme ça. Qui a déjà entendu parler? Levez bien, que je vois. Ok, de l'hyper, de l'hypo, c'est bien. Vous allez du coup faire la prochaine slide vous-même. C'est cool. La perception fragmentée. Qui? Alors ça, voilà. Et pourtant, Dieu sait si c'est important, vous allez le voir. Je vous ai mis des petites illustrations. Perception déformée. Ok, perception différée. Ah, tout de suite, ça doute un peu, hein, là, voilà. Eh bien, écoutez, on va voir ça, ça va être intéressant. Plus, 3 petits points, d'accord. On va parler ensemble du défaut de transmodalité et du sens littéral. Mais ça, je vous ai déjà donné, comment dirais-je, quelques idées de rigidité. On va juste vivre un petit peu l'expérience, quelques minutes, pour que vous puissiez peut-être, vous aussi, vous mettre dans la peau d'un enfant, pour le coup là c'est un enfant dans cette vidéo, d'accord, avec TSA, et de qu'est-ce qu'il peut vivre. Là on est vraiment sur le versant hyper-réactivité, d'accord. C'est le plus facile à comprendre. Maintenant, je vais vous demander 2 choses. Alors soyez attentifs et attentives. Je vais vous demander de me dire si vous avez repéré quelle est la stratégie qu'il essaye de mettre en place pour faire descendre la pression, entre guillemets, d'accord. Vous parliez de bouillonnement tout à l'heure, de tension. C'est quoi sa stratégie? Est-ce que vous arrivez à le voir? Deuxième question, c'est la question bonus. Hein. Est-ce que vous arrivez à voir quel est l'événement final, déclencheur, d'accord, de sa réaction? J'appellerai pas ça un trouble de comportement. On n'a pas le temps de définir un trouble de comportement. C'est bon, tout le monde a bien noté ce qu'il faut voir dans cette vidéo? Ok, je vais aller la chercher. Je vous demande juste 2 petites secondes. Il y a le son pour le coup.
7, 8, 9. Take my hand. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Alors, qui a noté la stratégie qu'il essaye de mettre en place, ce petit bonhomme, pour faire baisser un petit peu la tension? Oui, allez-y. Comptage sur les mains. Très bien. Ok, bien. Super de l'avoir vu. Et alors, quelle est votre hypothèse sur la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein? Parce que finalement, là, au niveau sensoriel, il en prend plein les oreilles, plein la vue, plein le nez. D'accord? Oui? Alors, vous n'êtes pas loin. Les écrans, c'était... Voilà, on commence à bien remplir le verre. Oui? Pas tout à fait. L'écran a disparu. Forcément, oui, ça a pu aussi déclencher quelque chose. Il y a une petite chose, mais que finalement, vous n'entendez pas tant que ça, parce qu'il y a tellement un brouhaha sonore où tout est au premier plan que c'est difficile de distinguer. Allez-y. Bravo, il y a une alarme qui se déclenche. Très bien. Exactement, c'est l'alarme qui se déclenche. Mais finalement, on ne l'entend pas tant que ça, cette alarme qui se déclenche. Qui l'a entendu? Qui ne l'a pas entendu alors? Ah ouais, vous êtes la majorité à ne pas avoir entendu l'alarme qui se déclenche. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous étiez déjà submergé en fait. D'accord? C'est-à-dire que là, je vous ai fait un petit dessin pour essayer de vous aider à prendre conscience. Et on comprend pourquoi les enfants avec TSA peuvent ne pas aimer du tout aller dans la cour de récréation, ni dans les magasins, d'accord? Puis pas que les enfants d'ailleurs. Finalement, en tant que neurotypique, voilà un petit peu la façon dont on fonctionne. Toutes les informations sensorielles, on les filtre. Et on les filtre en fonction de ce qui nous intéresse. Par exemple, voilà, s'il y a le rétroprojecteur qui fait du bruit, votre voisin ou votre voisine de classe qui rigole ou qui discute, et que vous avez décidé que au premier plan, c'était voilà, ce qui pouvait être dit, qui est l'information principale, vous allez inhiber le reste, vous allez filtrer. Ça concerne tous vos sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, mais aussi le proprioceptif et le vestibulaire. Et ce qui ne vous intéresse pas, vous mettez à la poubelle. Alors, qui peut me dire proprioceptif et vestibulaire? Parce que les 5 premiers, tout va bien. En général, pas de problème. Proprioceptif. Oui? Les retours sensoriels du mouvement des... Ah, de la position dans l'espace. Alors, c'est une très bonne réponse, mais pas pour le proprioceptif, pour le vestibulaire. Vous aviez une chance sur 2. Non, mais c'est très très bien. Le corps dans l'espace, le positionnement de mon corps dans l'espace, c'est le vestibulaire. D'accord? Descendre des marches d'escalier, monter des marches d'escalier, se balancer sur une chaise, apprécier la balançoire, le hamac ou pas, c'est du vestibulaire. Le proprioceptif, oui? C'est pas tout à fait ça non plus, mais vous n'êtes pas loin. Le proprioceptif, c'est vraiment les mouvements, les tendons, les muscles, d'accord? Le mouvement, mais qui est à l'intérieur, et cette sensation. Par exemple, quand vous vous étirez, d'accord? C'est sur du proprioceptif. Et on voit des individus avec TSA qui vont être justement très sensibles à ça, qui ne vont pas du tout apprécier de porter, ou d'autres au contraire, qui vont être en besoin de porter du lourd, de s'étirer, de se tourner les bras, les mains dans tous les sens, d'accord? Parce qu'ils seront en hypo. Alors avant de voir ce tableau hypo et hypersensibilité, j'aimerais qu'on le construise un petit peu ensemble.
Assez rapidement, pour l'hyper-réactivité ou sensibilité, je pense que vous allez aller vite. Si je suis hyper-réactif pour la vue, quelles sont les choses qui vont me gêner? Quels sont les comportements que je vais avoir? Oups, j'ai fait une bêtise, ça va. Quels sont les comportements que je vais avoir si j'ai une hypersensibilité sur le plan de la vue? C'est facile. C'est ça, cacher ses yeux, fermer ses yeux. Quoi d'autre? Dans toutes les situations, je vous aide un peu. Vous allez être par exemple intolérant ou très sensible à certaines lumières. Peut-être que d'ailleurs en tant que neurotypique, ça vous concerne déjà. La lumière blanche, quand il ne fait pas très beau, la lumière jaune, quand il fait beau, ce n'est pas la même intensité, d'accord? Si au contraire, vous êtes en recherche, c'est-à-dire en hypo, quand je suis en hyporéactivité, ça veut dire que c'est comme si mon sens n'enregistrait pas, d'accord, ce qui se passe. Donc je vais aller chercher la stimulation, je vais chercher à remplir ce besoin. Donc qu'est-ce que je peux avoir comme comportement? Oui, c'est ça, se rapprocher des lumières, par exemple, très bien. Je vais me rapprocher d'une lumière. Je vais utiliser le téléphone de papa, maman, mettre la lampe torche et la passer devant mes yeux. Ou alors je vais coller mes yeux sur une lumière, passer mes doigts devant. Tout ça, ce sont des comportements de recherche, de stimulation sur la vue. Maintenant, sur l'ouïe, je suis hyper sensible, dans l'hyper-réactivité. Oui, très bien, je vais boucher mes oreilles, vous le faites. Quoi d'autre encore? Je ne vais pas supporter peut-être certaines personnes, parce que quand elles parlent, juste je ne supporte pas la fréquence de leur voix. Si au contraire je suis en hypo, j'augmente le son, je vais rapprocher mon oreille des haut-parleurs, je vais vouloir mettre la musique à fond, peut-être près d'un ventilateur aussi pour un certain type de bruit, d'accord? C'est très bien, vous avez vu la plupart des choses. Maintenant, si je passe sur l'odorat, je suis en hyper-réactivité, sensibilité sur l'odorat. Comment je vais réagir? Oui, vous me faites tout ça, mais c'est-à-dire, je vais être très sensible aux odeurs. Peut-être que du coup, je vais refuser certains aliments à cause de ça. Peut-être que je vais refuser de m'asseoir à côté de telle ou telle personne. Et alors, je vous laisse imaginer dans une classe de collège, qu'est-ce que ça peut donner? Non, pire, le gymnase. Ok? Donc là, effectivement, il peut y avoir des vraies barrières. Mais peut-être, s'il vous plaît, projetez-vous dans votre pratique professionnelle. Vous êtes dans votre cabinet, d'accord? Et il y a un patient avec TSA qui est possiblement là, et peut-être qu'il y a quelque chose qui peut le gêner d'un point de vue de l'odeur. Mais vous étiez à 10 000 années-lumière de ça. Moi, mon but ici, aujourd'hui, c'est de semer des graines, d'accord? Pour que ça se plante et puis pour que ça pousse. Peut-être que vous allez changer de parfum, parce qu'à Noël, on vous aura offert un nouveau parfum, et du jour au lendemain, votre petit patient, il refuse de rentrer dans la salle. Ou alors il cherche à vous taper, ou il vous crache dessus, ou alors il pleure parce qu'il ne supporte pas l'odeur que vous avez. Ça peut être parfois juste le shampoing, d'accord? Ça peut être parfois juste votre lessive. Ok, on va dans l'autre catégorie, hyporéactivité au niveau de l'odeur. Quel comportement je peux voir dans ces cas-là? Je suis en recherche. J'ai l'impression que mon nez ne sent plus rien. Qu'est-ce que vous faites, vous, maintenant, si vous avez la sensation que votre nez ne perçoit plus les odeurs? Vous allez faire quoi? Vous allez vous rapprocher. Oui, vous allez sentir. Vous allez essayer de tout mettre sous le nez. Et vous allez essayer de sentir tout ce qui passe près de vous et même les personnes. Bon, vous n'allez pas le faire, vous, parce que socialement, vous savez que ce n'est pas trop acceptable. Bon, il y en a qui disent « oh, quoique ». Ok, si vous voulez, allez-y. Posez votre nez systématiquement dans le cou des copains ou des copines, je ne sais pas. Alors voilà, un genre de comportement qu'on pourrait trouver. Mais non, pour le toucher. C'est facile, le toucher. Je suis hyper réactif au toucher. Qu'est-ce que je ne vais pas supporter? Très bien, certains vêtements, certaines textures. Ça peut être la texture aussi de votre fauteuil dans la salle d'attente.
d'accord, de votre cabinet. J'aimerais qu'à chaque fois, vous essayez de vous projeter dans votre pratique professionnelle. OK? Qu'est-ce qui peut encore poser problème? Ben, les vêtements qu'il a aussi sur lui, hein? D'accord? Vêtements, chaises, canapé, tissu, le bureau. Ce que vous allez proposer, même comme jeu, peut-être, à toucher du carton, du papier. Qui ne supporte pas certaines textures de papier ici? Ah, quand même. Ah, ben, je suis contente. Ça ne m'étonne pas. OK? Il y a certaines textures de papier, vous posez la main dessus, c'est insupportable, vous ne pouvez pas écrire. Maintenant, dans l'autre sens, je suis en hypo. Ah oui, autre chose pour le toucher. Ça peut être un enfant ou un patient qui ne supporte pas que vous le touchiez. D'accord? Ne vous amusez pas à mettre la main sur son épaule ou sur son bras. Je dis ça peut, hein, ce n'est pas un tableau clinique complet. Maintenant, je suis en hypo. Qu'est-ce que ça va donner en hyporéactivité? J'ai besoin du... Pardon, encore. J'ai besoin du contact. Donc, je vais aller au contact des autres, des murs. Là, je ne peux pas le faire, mais ça peut donner à un enfant qui va se frotter contre les murs en marchant, se rouler par terre, se mettre dans un coin, et puis qui peut venir à votre contact, à vous, ou au contact des autres enfants, de manière plus ou moins forte. Donc ça peut aller de simplement « je me colle contre toi » à voilà, on est en train de faire un pogo et je te fonce dessus. Okay, beaucoup moins agréable. Et dans la cour de récréation, on va y avoir des conséquences un peu plus négatives. Ça va pour vous, hypersensibilité? Alors, on va essayer de respecter le timing. Et du coup, je vais passer sur le défaut de transmodalité. Le défaut de transmodalité, c'est ne pouvoir utiliser qu'un seul canal sensoriel en même temps. Soit j'écoute, soit je regarde. Mais je ne fais pas les deux en même temps. Votre attention partagée, vous la maîtrisez bien, mais je ne fais pas les deux en même temps. Donc, Donna Williams, et je vous conseille, si on me touche, je n'existe plus, comme lecture roman de vie, pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est les particularités sensorielles, vues de l'intérieur d'une personne avec TSA, dit que le contact oculaire forcé provoquait l'arrêt de son cerveau. Elle dit leurs mots devenaient un brouhaha confus et leur voix se réduisait à des motifs sonores. On ne force pas le contact oculaire pour un enfant avec TSA. Souvent, on dit « Ah oui, mais il ne me regarde pas, il ne m'écoute pas, regarde-moi ». D'accord? C'est toujours ça le comportement de l'adulte qui veut le contact oculaire. Voilà ce que vous risquez de créer pour l'élève, le petit patient ou même moyen ou grand avec TSA que vous avez. Que faire? Pour pouvoir identifier ces particularités sensorielles, être attentif, observer. Si vous avez un petit peu de questionnement et que vous observez, vous arriverez à faire des hypothèses. Qu'est-ce qui gêne l'enfant? Qu'est-ce qui déclenche des réactions spécifiques chez lui? Par exemple, se boucher les oreilles. Tout ce que vous m'avez dit, c'était juste. Est-ce qu'il devient apathique? C'est-à-dire complètement figé, il ne bouge plus, il est KO en fait, il n'est plus là. Dialoguer avec justement les personnes qui sont dans le domaine de la psychomotricité ou les ergothérapeutes et qui vont faire passer des profils sensoriels, comme par exemple le profil sensoriel de Dunn, qui sont les psychomotes ici. Ok, super. Et quand je vous parle de profil sensoriel, ça vous dit quelque chose ou bien? Bon, ben voilà, encore un nouveau challenge à investiguer. Parce que c'est des choses qui vont vous permettre de dire justement quelles sont toutes ces particularités d'hypo et d'hyper-réactivité, enregistrement, etc. Profil sensoriel de Dunn ou de Olga Bogdachina, peu importe. Dialoguer avec les parents, ça je vous l'ai déjà dit. Dialoguer avec l'enfant, l'ado ou l'adulte. Est-ce que tu peux me dire si quelque chose te gêne? Quand ils ont du langage, ils peuvent vous dire que pour eux, la lumière du soleil, c'est insupportable. Et ne pas stopper tout ce qui est stimulation, conséquence. OK? Donc, quand je suis en hypo, que je recherche des sensations, ça veut aussi dire que j'en ai besoin. Si vous bloquez l'enfant, vous vous exposez à des troubles de comportement. Ça s'appelle du flapping. Si je fais du flapping, c'est quel sens? Oui, j'ai entendu. Proprioceptif. OK?
Et si vous bloquez ça, vous empêchez de répondre à un besoin, de remplir un sens, vous bloquez donc une autostimulation, certes, mais vous risquez d'avoir un trouble de comportement. Alors il y a des procédures spécifiques, mais soyez vigilants à la recherche de sensations, d'accord, et à ne pas bloquer ça. Si le comportement n'est pas adapté, on proposera des alternatives et vous devez vous adapter à chacun. Le casque anti-bruit, par exemple, je ne sais pas, c'est la mode des casques anti-bruit. Moi, je vois des casques anti-bruit, maintenant dans des caisses, dans toutes les classes, ok, génial. Le résultat, ça a été pour un de mes élèves, pour certains, ça convient très bien. Pour un de mes élèves, le résultat a été qu'il faisait un tout petit peu de bruxisme. Qui sait ce que c'est le bruxisme? Encore celui-là, il est gentil. Eh bien, dans le casque anti-bruit, on s'entend encore plus. Oui, exactement. Exactement. Vous imaginez pas le nombre en fréquence, d'accord? Donc le nombre de bruits de bouche qu'on avait par jour. À la base, il y en avait quelques-uns, 5, 10. On était monté à plus de 90, 100. Et même l'intensité, c'était un petit... Et c'était devenu un gros... Des choses qui étaient insupportables en classe. Parce qu'on avait mis un casque anti-bruit sans évaluer. OK? Allez, pour voir si vous avez suivi, étude de cas numéro 1. On va dire que c'est chez vous que ça se passe. Tiens, ça serait intéressant. C'est dans votre cabinet de prise en charge. Vous avez un élève avec TSA, 8 ans, dysgraphique, mais il n'a pas encore d'ordinateur. D'accord? Donc pour lui, l'écriture, c'est coûteux. Tenir un crayon, c'est difficile. Le geste graphomoteur n'est absolument pas automatisé. Et depuis qu'il fait beau et chaud, il se tortille sur la chaise. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler avec vous, il se tortille, et dès que vous commencez à faire des demandes, il devient irrité, il devient agressif. Il commence à vous dire non, à pousser le matériel. Il ne veut pas travailler avec vous. Dans la salle de motricité, il refuse de faire certaines activités. Ok, il reste bloqué sur quelque chose. Alors, quelles hypothèses vous faites? Allez-y. La transpiration peut le gêner. Très bien, continuez. Là, vous êtes au début de l'enquête. Hein. Sherlock Holmes, Loop, oui? La luminosité pourrait le gêner. Très bonne hypothèse. Quoi d'autre? La chaleur, tout à fait. Au-delà de la transpiration, la chaleur, d'accord? C'est pas le même degré, oui? Oh, bravo, on se rapproche tout doucement de l'objectif pour Mathias. La chaise sur laquelle il est assis. Donc, mettez tout ce que vous venez de dire ensemble. On va voir si vous êtes capable de faire preuve de cohérence centrale. Qu'est-ce que ça nous donne? Oui, l'installation dans la pièce par rapport aux rayons de soleil, mais vous étiez sur une bonne piste avec la chaise. Très bien, avec la chaleur, il transpire en étant assis et on va aller un tout petit peu plus loin. Les shorts des garçons à Decathlon ou peu importe, hein, d'accord, j'ai pas de conflit d'intérêt avec Decathlon, Gosport, ok. Y a quoi à l'intérieur des shorts ou des joggings pour garçons? Un filet. Qui a eu déjà la super sensation du filet qui colle à la peau et qui gratte, qui pique, parce que justement on transpire? Ben voilà. Sauf que peut-être que vous, en tant que neurotypique, vous l'avez toléré. Ben lui, c'était tellement haut en termes de ressenti que c'était pas tolérable. Ben on a coupé simplement les filets à l'intérieur des shorts et puis basta, c'était terminé. Alors voyez à quel point vous, alors qu'au début vous auriez peut-être pas compris. Allez creuser cette question des particularités sensorielles. Je vous fais voir un exemple de perception fragmentée. Là, vous avez à gauche une partie d'exercice de mathématiques. À droite, voilà ce qui pourrait être vu tout au départ par mon élève. Il verra pareil sur quelque chose que vous pourriez proposer. Il va lui falloir du temps pour que cette perception fragmentée devienne un tout. D'accord ? C'est la même chose sur le plan auditif. Là, je vais voir du visuel, mais n'oubliez pas, c'est sur les 5 sens. Donc, auditif, ça pourrait donner preuve votre du jour et nous faire l'exercice 3 pages. Un peu comme les téléphones portables il y a 20 ans, 25 ans en arrière. Vous avez du réseau de partout maintenant, tout va bien. D'accord? Mais ça donnait ça, vraiment.
Alors, imaginez l'insécurité finalement et l'énergie qui va passer pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de dire. Et c'est vous pouvez être dans cette situation parce que vous avez donné une consigne trop longue. Je vous ai remis un extrait ici de Donna Williams. Je ne voyais pas un tout. Je voyais des yeux, un nez, une bouche, un menton, pas un visage. Ça demande du temps. Exemple de perception déformée. Vous allez vouloir travailler des sons, vous allez vouloir faire dans votre parcours, parce que ça, c'est du 2D. Mais je pense aux psychomotriciens, psychomotriciennes ici. Votre parcours de psychomotricité, il est dans l'espace, on est d'accord. C'est du 3D. Autant en orthophonie, on peut travailler avec des cartes sur des choses qui sont 2D. La perception déformée, elle n'est pas seulement sur du 2D, elle est aussi sur du 3D. Donc ici, c'est les contrastes entre le blanc et le noir qui ont posé souci. Et Théo, qui avait très bien compris la lecture de l'heure et qui faisait tout juste, sur son exercice me dit « Je ne peux pas, je ne vois rien, c'est tout gris partout ». Parce que voilà un peu sur la droite ce que ça pouvait donner comme impression pour lui. Projetez ça sur du 3D, pas que du 2D. Donc on va utiliser au maximum du visuel, mais avec des polycopies de qualité, si vous êtes sur des feuilles, et donner de la clarté, si vous êtes sur un parcours de motricité, d'aller voir d'abord ensemble, petit bout par petit bout, toucher, explorer, qu'est-ce que ça donne, pour pouvoir reconstituer tout ça, pour pouvoir prendre le temps de bien comprendre ce qui est attendu. Pour des choses qui seraient en 2D, unicité des exercices, si vous présentez trop d'informations en même temps, que ce soit sur du visuel 2D ou 3D, ou même vous parlez en même temps que vous montrez, waouh, vous êtes en train de noyer votre patient. Donc on y va par petits bouts, sous tâches, d'accord, micro-compétences. Faites attention aux couleurs, au fond, aux contrastes, et n'hésitez pas à demander à l'élève ce qu'il voit. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu touches? Si c'est des matelas, si c'est des cerceaux, ça va dépendre dans quel domaine vous êtes. Et attirer son attention sur ce qui est important. OK? Alors, donner du temps, permettre des pauses, ça c'est aussi quelque chose d'important parce que vous imaginez avec tout ça à quel point on peut être vite fatigué, submergé et alors angoissé aussi. Ça s'accumuler fait que, arrivé à 9h du matin, vous êtes déjà KO. Si vous aviez à vivre dans un monde perceptif identique à celui-là. Perception différée, là c'est le délai de traitement de l'information. Préserver un temps de latence. Quand on pose une question à un petit patient, moyen ou grand patient avec TSA, on lui donne le temps de répondre. D'accord? Il ne va pas vous répondre du tac au tac comme on a l'habitude. Et attendez qu'il puisse aller chercher l'information, qu'il puisse traiter aussi votre demande. Donc, ça je vous l'ai dit, donner plus de temps pour répondre, ne pas attendre un retour aussi rapide qu'un enfant qui serait neurotypique. Et quand vous répétez votre consigne, répétez avec les mêmes mots. Tu vas sauter dans le cerceau. Vous attendez, vous pouvez guider aussi. Tu vas sauter dans le cerceau. Et c'est pas, tu sais, tu vas mettre tes pieds comme ça, puis on va faire ensuite de cette manière, et blablabla, blablabla, et vous augmentez en fait la quantité d'informations à traiter. OK? Alors, non, pas de détails inutiles. Si vous lui dites, ouvre ta trousse, mais tu sais, tu dois attraper là avec tes mains, on a dit, tu fais la pince, et maintenant tu tires, blablabla, bla, de nouveau, vous le noyez. Je dis le, ça peut être pour une fille aussi. Des consignes courtes, brèves et avec une structuration plus visuelle vous assurent quand même de mettre des chances de votre côté que ça se passe bien. Et on a dit d'éviter les stimuli de plusieurs modalités à la fois, défaut de transmodalité. OK? Quelques références ici, comme promis. Alors, vous en avez deux là qui sont des bibles, si je peux dire. Ça, c'est à lire avec un bloc-notes, de quoi prendre des indices, surligner. C'est pas le genre de livre qu'on lit les doigts de pied en éventail sur la plage pendant les vacances. Pourquoi pas? Mais je préfère vous avertir d'avance. Cependant, vous allez apprendre beaucoup. Quelque chose de plus roman, Ma vie d'autiste de Temple Grandin, que je vous invite à suivre aussi en conférence sur YouTube que vous trouverez.
qui explique encore beaucoup de choses sur le plan sensoriel, d'accord, et tout ce que elle, ça lui a apporté ou coûté dans sa vie d'autiste. Allez, pour finir, d'autres barrières. Vous pensez être arrivé au bout, avoir pris en compte les particularités sensorielles de votre petit patient ou moyen patient. Et non, loupé. Vous en avez encore à faire. Voilà par exemple une belle illustration du sens littéral. D'accord? Il n'a pas faux finalement. Ok, complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses. Nous parenthèsons, vous parenthèse, il parenthèse, etc. Vous voyez, ici, c'est vraiment porter son attention au bon endroit et comprendre ce qui est voulu. Celle-ci est un peu plus sympa, colorie la moitié des voitures en rouge. Faux ou pas faux? Ah ben, je ne sais pas, ça va dépendre, hein, d'accord, mais ça veut dire que quand vous aussi vous posez une consigne ou une instruction, vérifiez le sens littéral de ce que vous êtes en train de dire. Pour la petite anecdote, un jour je dis à un de mes élèves, juste avant de le quitter, on venait de faire une séance de travail, et puis je devais lui ramener quelque chose de la maison, qu'il avait vraiment envie de voir. Il n'arrêtait pas de m'en parler, je dis ok, je vais te le ramener, compte sur moi. Et là il me regarde, très bizarrement, il s'approche de mon épaule et il commence à faire 1, 2, 3, 4, compte sur moi. Vous voyez? Non mais c'est pas c'est une expression, mais aussi vraiment le sens littéral. Celle-ci est pas mal pour un plus grand. On avait pourtant travaillé la cérémonie de l'hommage entre le vassal et le seigneur, je vous assure. Alors, qui sont les personnages? Un vieillard et des enfants. Il n'a fait aucun lien, enfant avec un très bon potentiel cognitif. Il n'a fait aucun lien entre ce que nous avions révisé et travaillé ensemble et son interrogation d'histoire. Donc je dis, mais pourquoi un vieillard, il a une barbe et des enfants, ils sont plus petits? D'accord, donc il est vraiment resté sur le 2D et des choses, on n'avait peut-être pas assez travaillé une variété, d'accord, d'images qui auraient pu être exposées pendant son devoir, mais enfin c'est difficile, je ne peux pas faire toutes celles qui existent. Où se passe cette scène? Page 124. Ben oui, évidemment. Quand cela se passe-t-il? Le soir avant de se coucher. Tiens donc. Eh bien oui, son pyjama. Alors ça, c'est la cohérence centrale aussi, hein, d'accord, être capable de mettre en lien différentes informations pour en tirer un tout. Et que se passe-t-il? Rien, ça bouge pas. C'était ça sa réponse, rien, ça bouge pas. T'as raison, c'est pas un film, c'est une image, il ne se passe rien, ça ne bouge pas. Ça, c'est encore une autre barrière qu'il va falloir et travailler et en même temps vous faire attention que de ne pas vous prendre les pieds dedans. Mais ça pourrait bien. Alors la théorie de l'esprit aussi, être capable de se mettre à la place de l'autre, la cohérence centrale, je vous en ai parlé, mettre en lien, comorbidité, TSA, TDAH. Vous savez ce que ça veut dire comorbidité? Qui connaît ce pourcentage? C'est-à-dire, j'ai un diagnostic de TSA1, quel est mon pourcentage de chance, si on peut dire, d'avoir en plus un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité et syndrome dysexécutif associé? Quelqu'un connaît-il ce chiffre? À peu près 45%. Ça fait une chance sur 2. OK. Donc si vous avez en plus un trouble déficitaire de l'attention et tout ça, autostimulation, on en a parlé. Opposition, vous pourriez en avoir. Si vous utilisez des bonnes procédures, ça devrait bien se passer. Vous devez obtenir l'adhésion de votre patient. Utiliser sa motivation. Vous devez obtenir le contrôle instructionnel. Ce sont des procédures spécifiques. Être une personne sympa aussi, mais qui pose des instructions petites, touche par petite touche. Garder la motivation toujours et rendre accessible ce que vous voulez enseigner. Il y a plein de procédures, il y a plein de méthodes pour le faire. Et si vous voulez une bonne nouvelle, c'est ça, c'est que tout ce qui existe et qui est validé scientifiquement, vous le retrouvez dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé et vous pouvez vous former, d'accord, sur ces procédures spécifiques.
Alors, vous avez devant vous un beau challenge. Certains, c'est pour l'année prochaine. Pour les autres, il y a apparemment encore quelques années. Mais si vous avez envie de vous plonger dedans, je vous garantis que c'est un parcours qui est extrêmement enrichissant et vraiment peut être différent de ce qu'on pourrait attendre. Et j'espère vous avoir donné l'envie de creuser un petit peu plus. Merci pour votre attention en tout cas. Et je vous souhaite une très belle soirée. Je suis disponible si vous avez des questions. Je reste. Merci à vous.